Le réseau de transport d'électricité est au carrefour des enjeux de la transition énergétique. Et à ce titre, RTE est fier d'être partenaire historique des Journées de l'économie. Pour adapter notre réseau aux défis climatiques et à une société plus décarbonée, nous prévoyons d'investir entre 6 à 7 milliards d'euros par an d'ici 2040. Ce programme industriel est d'ailleurs ouvert au débat public jusqu'au 14 janvier. Et j'invite chacun à y contribuer. Cette transformation elle s'appuie sur les gestionnaires de réseau, leurs fournisseurs, leurs prestataires. C'est une filière qui est en pleine croissance, qui passera de 60 000 emplois à plus de 100 000 emplois d'ici 2030. Et la région Rhône-Alpes y joue un rôle clé, car ce sont près de 1100 fournisseurs de RTE qui sont présents sur ce territoire, et ça représente près d'un quart des achats nationaux de RTE en 2024. Alors ensemble, construisons un avenir industriel, décarboné et souverain. Très belle journée de l'économie à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue aux Journées de l'économie. Je suis Jean-Pierre Vacher, directeur du média Lyon Décideur, et je suis ravi d'animer cette table ronde Décarboner l'industrie qui a été préparée, pensée et organisée sous la houlette de Nadine Levrato, directrice de recherche au CNRS, présidente du Comité national de la recherche scientifique, section économie et gestion et co-responsable de la chaire Pépite. Je remercie Nadine Levrato à distance. Alors, contrairement aux autres révolutions industrielles, la transition écologique est et sera impulsée par les politiques publiques. L'industrie joue un rôle fondamental, tant du fait de ses propres émissions que de sa contribution à la décarbonation des autres secteurs, transport, habitation. Rôle majeur aussi par la production de biens, les véhicules électriques, les pompes à chaleur et l'électricité décarbonée. Les instruments de politique publique pour orienter l'économie et accompagner les acteurs sont multiples. Politique budgétaire, bien sûr, politique de recherche, normes, politique commerciale, politique extérieure. Et cela pose bien sûr la question de leur cohérence entre eux et dans le temps. Au cours de ce débat, nous allons nous interroger sur les différents moyens d'action publique et les enjeux de la planification écologique pour les acteurs industriels. Nous rappellerons dans quel contexte s'inscrit la décarbonation de l'industrie. Cela passe tout d'abord par un rappel du poids du secteur industriel dans les émissions françaises, mais aussi par un rappel des enjeux de compétitivité et de transition écologique. Les objectifs de notre table ronde consistent à croiser les approches politiques, économiques, financières et prospectives, bien sûr, pour identifier le levier d'action. Alors, sans plus attendre, je vous présente nos 4 intervenants. À mes côtés, donc, Madeleine Perron, bonjour, responsable programme Transition écologique et sociale et politique industrielle à l'Institut Veblen. À vos côtés, Charles Delbrouck, banquier conseil Green à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Et puis, de ce côté-ci, Jean-Philippe Bonnet, directeur adjoint du pôle stratégie, prospective et évaluation de RTE. Bonjour, merci d'être avec nous. Et puis, Benjamin Brice, docteur en sciences politiques et essayiste, chercheur au centre Thucydide. Bonjour, bonjour à tous. Et puis alors, je vous présente les excuses de Philippe Quirion, économiste, un directeur de recherche au CNRS, qui devait être avec nous, mais qui était retenu en dernière minute et n'a pu nous rejoindre. Et puis bien sûr, nous regrettons l'absence d'un industriel à cette table ronde. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais le fait est que Pascal Lemairer n'est pas arrivé à convaincre un industriel de participer à ce débat. C'est dommage. D'autant plus que nous sommes dans une région, faut-il le rappeler, Auvergne-Rhône-Alpes, qui est la première région industrielle de France. Alors, dans un premier temps, je vous propose de dresser un état des lieux des défis de la décarbonation industrielle, avec quelques constats et enjeux. Peut-être pour commencer avec vous, Madeleine Perron, on va, si vous le voulez bien, rappeler les quelques données clés sur les émissions industrielles, les scénarios de neutralité carbone, et puis tout ce qui est technologie, bien sûr, disponible. On pense à l'hydrogène, l'électrification et le captage du carbone. Un mot donc pour commencer sur ces données clés.
Oui, merci beaucoup déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie de participer au GECO. J'ai été en tant qu'étudiante en éco, j'ai été en tant qu'experte, et là d'être de l'autre côté, c'est vraiment très intéressant. Merci de cette fidélité. Pour revenir peut-être juste sur le titre du coup de notre table ronde, qui est décarboner l'industrie. Peut-être la première question, c'est pourquoi on s'interroge, pourquoi on décarbone l'industrie, pourquoi c'est un objectif de politique publique aujourd'hui. Sans refaire tout le film, mais ça s'inscrit quand même dans un cadre international d'objectifs fixés de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour atténuer au maximum les dérèglements climatiques. C'est des objectifs qui ont été posés une première fois pendant le protocole de Kyoto en 1997, qui ont été réaffirmés lors des accords de Paris, dans lesquels les pays, notamment les pays industrialisés, les plus développés, les plus riches, en fait, se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Dans le cadre de l'Union européenne et des pays membres, ça veut dire atteindre la neutralité carbone en 2050. Et avec des étapes intermédiaires de réduction des gaz à effet de serre. On prend comme point de référence l'année 1990, mais c'est du coup du 55% d'ici 2030, 60-70% en 2040 et pas d'émissions nettes en 2050. Donc c'est des objectifs qui sont extrêmement ambitieux, puisqu'aujourd'hui on est sur des des niveaux d'émissions qui sont encore très très élevés, qui sont très très élevés dans nos pays, qui sont de plus en plus élevés dans les autres pays aussi qui se développent et s'industrialisent. Donc il y a une part non négligeable de l'industrie et de l'industrie française dans ces émissions. Au niveau de la France, l'industrie c'est 20% des émissions. C'est le troisième secteur après l'énergie et les transports, mais vous voyez bien que tout ça est lié. Donc c'est encore une très grande part des émissions de gaz à effet de serre. C'est des émissions qui sont très concentrées, à la fois en termes de secteurs et de produits. C'est principalement les secteurs de la chimie, de la construction, de l'agroalimentaire et de tout ce qui est métallurgie qui concentrent la plupart des émissions, 75% des émissions dans ces secteurs. C'est très concentré en termes de sites. C'est 50 sites industriels qui émettent 55% des émissions de l'industrie. Donc ces sites-là sont évidemment ciblés en priorité par les politiques publiques, mais c'est 50 sur 250 000 sites industriels. Et ces sites-là sont très concentrés géographiquement. Ils sont à Dunkerque, ils sont à Fos-sur-Mer, ils sont un petit peu dans l'Est et ils sont à Rouen. Vous en avez quelques-uns autour de vous aussi, je ne vous le cache pas. Et donc... qu'est-ce qu'on observe depuis un petit peu la mise en place de politiques de décarbonation et depuis que la décarbonation de l'industrie est un objectif? Il y a quand même une baisse tendancielle forte des émissions dans le secteur industriel. C'était 140 millions de tonnes d'équivalent CO2, donc ça mélange plein de gaz, mais on les met tous en équivalent CO2. C'était 140 millions en 90, c'est 95 millions en 2010. C'est 60 millions en 2024. Donc on a cette baisse-là. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? En partie, parce qu'il y a eu des efforts faits de décarbonation, il y a surtout eu des efforts faits d'efficacité énergétique, on a trouvé des procédés plus efficaces. C'est aussi pas une super nouvelle, dans le sens où c'est aussi en partie dû à l'effondrement de l'activité industrielle en France et au fait qu'on... si vous regardez les courbes d'émissions chez nous et les courbes d'émissions ailleurs, et les niveaux d'importation qu'on a aujourd'hui en termes de biens industriels, ça se croise, quoi. Donc on a ce grand tableau un petit peu, et les trois grands défis là aujourd'hui, quand on dit décarboner l'industrie, on pense tout de suite, et c'est ce dont je vous ai parlé jusqu'ici, à décarboner l'existant, les principaux sites industriels, les grandes industries qu'on a ici, les industries lourdes, mais c'est aussi développer les filières du 21e siècle, développer les filières industrielles qui vont nous permettre de faire la transition. Vous avez cité les voitures électriques et donc les panneaux solaires, de décarboner les autres secteurs d'émissions. Et c'est aussi, et ça on y pense beaucoup moins, c'est aussi organiser les renoncements, c'est aussi organiser
les filières qu'on va devoir abandonner parce que c'est des filières du XXe siècle, voire du XIXe, et que c'est plus des filières compatibles avec la transition écologique, avec la façon dont le monde avance. Et ça aussi, c'est décarboner l'industrie, et c'est beaucoup moins pensé, et c'est beaucoup moins à l'ordre du jour aussi, alors que ça arrive un petit peu qu'on le veuille ou non. Peut-être un point très rapide sur comment on décarbone d'un point de vue technique. Je ne vais pas trop m'éloigner dans ce sujet-là, mais en gros, qu'est-ce qui pollue dans l'industrie? C'est l'énergie qu'on utilise pour produire. Donc un premier levier, c'est de décarboner cette énergie qu'on utilise pour produire. La deuxième source, c'est dans les procédés internes de l'industrie. Quand vous créez du minerai de fer, quand vous créez du clinker pour le ciment, c'est des procédés chimiques qui créent du CO2 ou des gaz très polluants. Et donc, le deuxième levier, c'est changer ces procédés-là. Le troisième, qui est aussi celui qu'on utilise le moins, c'est la sobriété. C'est d'avoir alors, c'est l'efficacité, d'une part énergétique, etc. Mais la sobriété, c'est encore différent. C'est réfléchir au mode de production, utiliser moins de matériaux, utiliser moins d'énergie, utiliser peut-être produire moins de choses. Et donc ça, c'est aussi un levier de décarbonation. Pour ce qui est de décarboner l'énergie, il y a des gens ici qui savent beaucoup mieux que moi le faire, mais en gros, c'est changer des énergies fossiles par des énergies renouvelables. C'est les principaux. Donc en fait, en fonction... Donc là, c'est à grosse maille. Et ensuite, la difficulté, c'est que, en fait, décarboner l'industrie, c'est aller site par site, secteur par secteur, produit par produit. C'est des technologies très différentes les unes des autres. C'est des incitations aussi très différentes les unes des autres, des marchés très différents les uns des autres, et des opportunités économiques très différentes les unes des autres. Et c'est tout ce qui fait la complexité et la beauté des politiques de décarbonation. Oui. Donc très clairement, la décarbonation, on peut le dire, c'est un levier de transformation du modèle productif et aussi de justice sociale. Ça peut, mais ça s'organise. Ça peut aussi être un risque de... c'est les discours qu'on entend beaucoup aujourd'hui, c'est décarboner, c'est un effort insupportable pour les industries dans un moment qui n'est pas du tout favorable à ça. Nous, c'est une façon de voir le tableau, mais quand on regarde le tableau de façon un peu plus large, en France en tout cas, la décarbonation de l'industrie et son encastrement en quelque sorte dans la transition écologique, c'est pas juste un problème, c'est pas juste un problème économique, c'est aussi effectivement un projet de société de comment mettre l'industrie au service de nos transformations écologiques et sociales. C'est comment faire de l'industrie un levier pour sortir d'un système qui globalement nous a enfermés à la fois dans une crise climatique, dans une crise environnementale générale, parce qu'on parle de décarboner l'industrie, mais en fait, c'est tous les impacts environnementaux de l'industrie, et ça veut dire l'eau, et ça veut dire la pollution, et ça veut dire aussi la façon dont les gens travaillent dans les industries, etc. Donc, c'est tous ces plans-là qu'il faut repenser, et la décarbonation est un point d'entrée pour penser ces transformations et pour les organiser. Donc, comme je disais, autant le 1, à la limite, si c'est que de la technologie, voilà, mais les points 2 et les points 3, c'est de l'organisation de nos systèmes productifs, et c'est de l'organisation qui passe par les gens et la nature. Donc ça, c'est très important. Et ça se voit, en fait, j'en ai pas parlé tout de suite, mais les plans de transition qui ont été faits pour décarboner l'industrie. Donc ça, on se dit, ça s'organise, on planifie, on y va. Il y a 4 scénarios réalisés par l'ADEME avec plein de partenaires, notamment RTE. Dans les 4 scénarios, en fait, ce qui change, c'est le degré de sobriété, le degré de technologie et de confiance dans la technologie pour arriver au net zéro. Et on voit que dans les 4 scénarios, même le plus technophile, en quelque sorte, il y a de la sobriété. Et la sobriété, c'est de l'organisation différente, c'est un renoncement, c'est de l'organisation différente de nos modes de production et de consommation. Oui, c'est-à-dire que c'est d'avoir vous l'avez expliqué, des politiques industrielles qui soient vraiment orientées vers la durabilité et la reconversion complète des filières aussi. Oui, c'est ça. Et c'est comme on disait, vous l'avez dit en introduction, ce sera une révolution industrielle qui sera menée par les politiques publiques, parce que c'est un objectif de politique publique, les industriels tout seuls, et celles et ceux qui font de l'économie
dans la salle savent ce qu'est une externalité. Les industriels n'internalisent pas leurs externalités ou très difficilement. Donc on ne peut pas juste compter sur l'industrie et les marchés pour nous permettre de faire la transition écologique, ça c'est certain. Et c'était plutôt bien parti en quelque sorte. Donc je parlais des 50 sites industriels, ils ont fait l'objet de plans de transformation. Les émissions ont beaucoup diminué dans ces sites-là. Jusqu'à quand? Jusqu'à l'an dernier. On a 18 ou 20 sites sur les 50 dont les émissions sont reparties à la hausse, et ceux dont les émissions ont baissé, c'est plutôt par manque d'activité que par réel effort de décarbonation. Donc on a quand même mis en place des choses, on a mis en place aussi plein d'outils d'économistes, des rêves d'économistes, des quotas, des taxes, etc., mais qui s'avèrent finalement injustes, inefficaces, insuffisantes. On pourra en discuter plus largement. En gros, la décarbonation de l'industrie, ça doit être une véritable politique industrielle pour faire les trois objectifs, pour répondre aux trois défis que j'ai énoncés, donc décarboner l'existant, faire émerger les nouvelles filières. Elles n'émergent pas toutes seules, ou elles émergent toutes seules, mais pas chez nous. Et c'est un problème pour d'autres objectifs qu'on s'est fixés, du type être un petit peu autonome stratégiquement, certains disent souverain, et d'organiser la société autour de cette nouvelle économie, de penser une industrie à partir des besoins, etc. Ça, c'est vraiment pas quelque chose qu'on a su faire ces dernières années. Donc ça demande effectivement des nouveaux outils, des nouvelles pensées et des nouvelles orientations. C'est pas un super moment, je vous cache pas. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'incertitudes qui sont liées, des incertitudes politiques qui sont liées à divers renoncements sur la transition écologique du fait des pressions notamment américaines de l'administration Trump. On a des pays qui étaient lancés dans cette course-là et qui renoncent, les États-Unis en premier lieu. On a des surcapacités de production mondiale qui font s'effondrer des secteurs entiers chez nous. On a des incitations et finalement des marchés extrêmement faibles, des débouchés extrêmement faibles pour les produits décarbonés aussi aujourd'hui. Et donc cette instabilité-là, et je pense que vous en parlerez mieux que moi, elle crée beaucoup d'incertitudes, et l'incertitude, c'est très très mauvais pour les investissements. Or, la décarbonation, c'est de l'investissement. On entendait pour RTE, c'est plusieurs 6-7 milliards. À l'échelle de la France, en tout, c'est entre 60 et 100 milliards d'investissements par an pour y arriver. Donc voilà, il y a des difficultés, il y a des défis, mais c'est aussi des opportunités pour réorienter l'économie et pour finalement rendre nos industries et nos usines et nos secteurs plus robustes face à ces pressions internationales qui vont ne faire que croître dans les prochaines années. Très bien. Merci beaucoup, Madeleine Perron. Je me tourne à présent vers vous, Benjamin Brice. On va essayer d'avoir avec vous une lecture politique. Comment construire une gouvernance légitime de la transition. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et merci Madeleine d'avoir donné un tableau global qui va me permettre, je fais un tout petit pas de côté parce que, disons, la manière dont j'aborde les choses, c'est sur la nécessaire connexion entre réindustrialisation et changement de notre modèle de société. Et comme Madeleine a bien présenté les choses sur décarboner l'industrie, je m'en veux un petit peu moins de faire ce petit pas de côté. Il me semble qu'aujourd'hui en France, on est à peu près d'accord pour dire que la réindustrialisation patine. Qu'on regarde le déficit commercial, les installations d'usines, le taux d'emploi dans l'industrie manufacturière, etc., tous les indicateurs montrent qu'il n'y a pas de réindustrialisation dans les dernières années. Et il me semble que le point aveugle de cela, de cet échec, c'est qu'en fait, la réindustrialisation telle qu'on devrait la penser aujourd'hui, implique en réalité une transformation profonde de notre modèle de société. Et sans cette transformation profonde, nous sommes voués à connaître les échecs que nous connaissons actuellement sur la réindustrialisation. Et donc c'est, disons, la thèse que j'aimerais bien vous présenter en quelques minutes. La réindustrialisation est donc quelque chose aujourd'hui de nécessaire et il me semble que dans tout le spectre politique, il y a un consensus pour dire que l'on veut de la réindustrialisation. Du point de vue écologique, on en a parlé, mais on peut aussi préciser par exemple que sur l'empreinte carbone d'une personne en France, la moitié est aujourd'hui importée. Si on parle des conséquences écologiques en termes de pollution diverse, en termes de déforestation, presque l'intégralité est aujourd'hui importée.
D'un point de vue géopolitique, il y a tous les enjeux de dépendance. D'un point de vue technologique, il y a la perte de savoir, la nécessité de retrouver des savoir-faire, un tissu industriel, des sous-traitants, etc. Et il y a également des enjeux d'emploi, de recettes fiscales et autres. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, majoritairement, nous pensons la réindustrialisation en termes de compétitivité, où nous restons dans cette optique de compétitivité. C'est un peu business as usual, avec, disons, les politiques qui ont été menées en France et au niveau européen dans les dernières décennies. Le problème, c'est que nous sommes relativement en échec, comme on le voit aujourd'hui, le fait que la réindustrialisation ne prend pas. Nous avons d'un côté la nécessité, au nom de la compétitivité, de baisser le coût du travail, mais à côté de ça, une crise du pouvoir d'achat qui fait qu'on ne peut pas non plus baisser le coût du travail sans fin, en tout cas comprimer les salaires, et de l'autre côté, un déficit public qui rend de plus en plus difficile les exonérations de cotisations sociales, etc. Et en fait, il me semble que cette optique de compétitivité est aujourd'hui dépassée pour 3 raisons. Premièrement, qu'on le veuille ou non, qu'on le regrette ou non, les industries françaises et de plus en plus européennes sont de moins en moins compétitives par rapport aux industries des pays émergents. Il y a des subventions, bien sûr, du dumping, etc. Mais de toute manière, nos normes environnementales et sociales sont plus strictes et rendent le coût de nos produits plus élevé. Deuxièmement, il y a eu un décrochage technologique. La Chine, depuis plusieurs décennies, investit dans son indépendance industrielle avec des investissements colossaux, et l'Europe est dans de plus en plus de secteurs dépassés. Et quand on regarde où se font les plus grands investissements industriels, c'est en Asie et aux États-Unis, bien plus qu'en Europe. Et enfin, la mondialisation qu'on a connue dans les années 90 est en train de disparaître, c'est-à-dire la mondialisation par le libre-échange, les arbitrages du marché mondial, etc. De plus en plus, nous arrivons dans un jeu de rapports de force, c'est-à-dire que les rapports de force diplomatiques, économiques, militaires servent à gagner des avantages sur le terrain commercial. Ça se voit bien sûr pour les États-Unis qui rattrapent leur perte de compétitivité par des bras de fer commerciaux parce qu'ils en ont les moyens, ce que nous, Européens, n'avons pas. La Russie met son économie au service de la guerre et la Chine au service de ses ambitions internationales. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque l'on quitte cette optique de compétitivité, la réindustrialisation a du coup un coût, et même un coût majeur pour nos économies. Ça ne se fait pas en quelque sorte au prix de marché. Et surtout si on veut une réindustrialisation qui réponde à nos objectifs climatiques et qui soit décarbonée. Pourquoi ça a un coût? 3 raisons principales. D'une part, ça suppose des investissements massifs et notamment des investissements publics, ce qui oblige à revoir l'arbitrage que nous faisons en Europe ou en tout cas en France, entre consommation et investissement. Deuxièmement, si nous nous protégeons pour protéger les industries, eh bien, ça a un surcoût pour les consommateurs du fait des barrières douanières. Et troisièmement, les productions qui sont relocalisées, en général, du fait ou grâce à nos normes environnementales et sociales, sont des produits plus chers et donc encore un surcoût pour les consommateurs. Si on prend un cas extrême, le cas des vêtements, il est clair qu'on ne pourra jamais relocaliser en France ou même en Europe des vêtements qui coûtent quelques euros, comme les vêtements qui sont aujourd'hui importés depuis la Chine. Donc tout cela nous fait comprendre en quelque sorte que derrière notre niveau de consommation, derrière notre abondance matérielle, il y a un travail invisible, en tout cas que nous ne voyons plus, mais qui existe réellement, et que les prix que nous payons aujourd'hui sont en réalité des prix trop bas. Trop bas, pourquoi? Parce qu'il y a une surconsommation de combustibles fossiles avec tous les effets que l'on connaît sur le réchauffement climatique. Et trop bas, parce que si l'on prend l'ensemble des économies du Nord, eh bien, il y a l'équivalent de près de 400 millions de temps plein, de personnes à temps plein, qui travaillent pour fournir tout ce dont nous avons besoin pour notre consommation. C'est-à-dire que c'est ce volume en quelque sorte invisible et sous-payé qu'il va falloir en partie réintégrer et ce qu'il va y avoir un coût général. Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Parce que notre modèle de société n'est pas du tout fondé là-dessus. Notre modèle de société, qui date des 30 Glorieuses, est fondé sur une promesse. Quelle était la promesse des 30 Glorieuses? Un doublement du pouvoir d'achat à chaque génération. Chaque génération a eu de nouveaux produits, de nouvelles possibilités de consommer, etc. Le problème, c'est que ce modèle
de consommation ou de surconsommation arrive complètement en bout de course et aujourd'hui, je crois, dépassé. D'une part, la croissance est durablement faible et quand on regarde les perspectives en termes de protectionnisme, en termes écologiques ou en termes démographiques, les perspectives de croissance sont très sombres à l'avenir. Les délocalisations qui nous ont permis d'obtenir énormément de produits à prix bas atteignent leurs limites parce qu'aujourd'hui, nous voulons plutôt réindustrialiser et relocaliser. Et enfin, le déficit public qui, dans le cas de la France, a permis de stimuler le pouvoir d'achat malgré toutes ces contraintes, eh bien, aujourd'hui atteint des niveaux qui sont de plus en plus difficiles à soutenir du fait du risque d'une remontée des taux. La conclusion de tout ça, c'est que notre modèle de société fondé sur une croissance continue de notre abondance matérielle et de notre pouvoir d'achat ne peut plus remplir ses promesses. Et même si tout l'offre politique actuelle, de l'extrême droite jusqu'à la gauche radicale, nous promet une augmentation du pouvoir d'achat, je crains que ces promesses ne puissent être tenues. Devant nous, il y a donc un effort collectif. Mais cet effort collectif peut permettre d'ouvrir sur un nouveau modèle qui a aussi ses avantages. Un effort collectif de sobriété matérielle, c'est clair, mais de l'autre côté, la possibilité d'investir et de redresser enfin, ce que nous n'arrivons pas à faire depuis plusieurs décennies, l'économie du pays, c'est-à-dire préparer la prospérité future grâce à une réindustrialisation en phase avec nos objectifs climatiques, la possibilité d'investir dans les services publics, etc. Et tout ça, ça suppose de soulever 3 questions. Si le pouvoir d'achat ne peut pas augmenter, il y a la question du coût de la vie et, comme on a parlé juste avant, la question des besoins. Il est clair que la stimulation de nos besoins de nos consommations a quelque chose de déraisonnable. Quand on pense que dans les 30 dernières années, le coût d'un véhicule neuf a augmenté plus vite que le SMIC, parce que les véhicules sont de plus en plus sophistiqués, surdimensionnés et ont de plus en plus d'électronique à l'intérieur, mais qu'en échange, ces véhicules ne sont plus produits localement et ont des émissions de carbone qui sont déraisonnables par rapport à nos objectifs, il y a sans doute quelque chose à rechanger dans l'équation pour produire des véhicules de manière locale, abordable pour les ménages et en même temps beaucoup plus sobre. Il y a la question du travail à revoir parce que réindustrialiser suppose des formations, de réfléchir sur le désamour aujourd'hui vis-à-vis du travail, des conditions de travail, etc. Et bien sûr, le sujet central, mais dans tout corps politique, la question de la justice et de la répartition des efforts. L'effort est sans doute collectif, mais la grande question est de savoir comment le répartir au sein de toute la société, sachant que la crise du pouvoir d'achat depuis 10 ou 15 ans est une crise réelle. Donc, me semble-t-il, la réindustrialisation impose un effort du côté de la consommation, un effort du côté de la consommation qui a forcément des impacts écologiques. Plus de sobriété matérielle, c'est moins de pression sur les écosystèmes en général. Mais cela permet également de créer des emplois, d'augmenter les recettes fiscales, de rééquilibrer l'activité entre territoires, de gagner en souveraineté dans un monde de plus en plus dangereux et surtout de projeter enfin la société vers l'avenir, alors que nous avons l'impression, depuis quelque temps déjà, d'être plutôt enlisés dans une impuissance qui démoralise petit à petit tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Benjamin Brice. Alors, on va s'intéresser à présent, dans un deuxième temps, à la question, vous avez un peu commencé de l'aborder, du financement, la mise en œuvre des politiques de décarbonation de l'industrie, aborder les leviers économiques et financiers, les conditions du succès opérationnel que vous avez commencé d'aborder. Avec vous, Jean-Philippe Bonnet, tout d'abord, on va peut-être rappeler ce que sont les besoins énergétiques liés à la décarbonation industrielle, qu'il s'agisse d'électrification, de réseaux et de stockage. Et puis après, on essaiera de faire un peu de prospective à horizon 2035-2050. D'abord, les besoins énergétiques liés à la décarbonation industrielle. Oui, merci beaucoup. Effectivement, je pense que je suis le plus industriel de cette table ronde. Et puis, je vais peut-être être plus dans de la microéconomie que de la macroéconomie pour expliquer les questions que soulève en fait cet enjeu de décarbonation, la manière dont il est abordé. RTE est un observateur privilégié de ce mouvement de décarbonation de l'industrie. Pourquoi ?
parce que c'est un mouvement qui va réclamer de l'électricité et beaucoup d'électricité. Je crois que Madeleine l'a bien montré. En fait, les sites émetteurs aujourd'hui sont concentrés dans quelques grandes zones que nous avons héritées d'un passé marqué par les énergies fossiles. Ces grandes zones, on les trouve dans les anciens bassins charbonniers ou dans les grands ports pétroliers. Et dans ces zones industrielles, l'électricité représente aujourd'hui de l'ordre de 20% de la consommation énergétique totale. Donc si on veut imaginer un avenir décarboné avec une France réindustrialisée et une industrie qui n'émet pas de CO2, il faut remplacer toutes ces énergies fossiles. Et en fait, il n'y a que deux leviers, c'est la biomasse, c'est l'électricité. La biomasse, on sait que c'est une ressource qui est sous tension, alors l'électricité aussi, mais qui peut se développer plus facilement. Donc, on parle bien, dans des grandes zones industrielles, d'une multiplication des besoins d'électricité par 3, 4 ou 5. Et ce, alors à la fois de manière concentrée dans ces grandes zones, parfois de manière plus diffuse pour d'autres filières industrielles, dont je parlerai peut-être moins. Les cimenteries sont mieux réparties sur le territoire, les papeteries, les verriers. Mais effectivement, on a ces grandes zones qui sont un enjeu extrêmement fort en termes de besoin d'électricité. Alors quand on parle de besoin d'électricité, en fait, il faut bien rappeler, l'électricité, il y a toujours deux dimensions. C'est comme sur votre facture, il y a la puissance et il y a l'énergie. La puissance, c'est nous, c'est RTE, c'est-à-dire schématiquement, c'est le tuyau, c'est la taille du tuyau qui permet d'arriver jusqu'à l'industriel. Et puis éventuellement des tuyaux qui sont en amont, parce que quand il y a beaucoup d'industriels au même endroit, il faut un ou plusieurs gros tuyaux pour ensuite répartir en des tuyaux un peu plus petits. Et ça, c'est la problématique du réseau, c'est la problématique de l'accès à la puissance. L'accès à l'énergie, c'est l'existence en nombre suffisant de centrales électriques raccordées à ces mêmes tuyaux quelque part et qu'on peut mobiliser pour amener de l'électricité. Donc ces deux enjeux-là, ils sont forts, ils existent. RTE est opérationnellement en charge du premier, s'intéresse aussi au second, pour en dire un mot sur les études prospectives que nous réalisons. Aujourd'hui, là, au moment où on parle, le deuxième enjeu de l'énergie, il est moins critique. Pourquoi il est moins critique? Parce que EDF, aujourd'hui, cherche désespérément des débouchés à ces centrales nucléaires qui ont retrouvé une nouvelle jeunesse, là, après les réparations de la corrosion sous contrainte. La France a exporté 90 TWh, c'est presque 20% de sa production l'année dernière, avant 2024. Voilà, donc il y a de l'électricité. Et la question, c'est avons-nous les besoins industriels ou les besoins pour utiliser cette électricité qui est décarbonée à 95%? C'est-à-dire les enjeux, ils sont là. Alors quand on parle du réseau, aujourd'hui, le réseau apparaît souvent comme le point critique, comme un élément de frein de la décarbonation. Alors, je pense que c'est un constat qui est largement exagéré, mais c'est aussi une réalité. Et je vais essayer d'expliquer quelles sont les questions qui sont soulevées par cette décarbonation vis-à-vis du réseau. Notre fonctionnement actuel en termes de développement de ce réseau électrique et d'allocation des capacités, il a été pensé par des gens extrêmement brillants, puisqu'il résulte d'un rapport qui avait été commandé à Paul Champsor, qui avait lui-même mobilisé un certain nombre d'économistes, dont Jean Tirole, à la fin des années 90, au moment de l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité. Où on s'est dit, mince, on passe d'un monde où c'était le monopole EDF qui s'occupait un peu de tout, à un monde où on va séparer les deux. Il nous faut des règles, il nous faut quand même des règles du jeu pour savoir comment est-ce qu'on va pouvoir raccorder les acteurs, allouer une capacité de réseau. Donc ces règles, elles ont été bien pensées par des économistes, mais dans un contexte qui était quand même assez différent de celui d'aujourd'hui, qui était un contexte de désindustrialisation, de stabilisation de la consommation, de faible croissance et d'existence de surcapacité. Donc eux avaient préconisé finalement un système dans lequel, on allouait la capacité existante gratuitement, c'est-à-dire qu'il fallait favoriser les nouveaux entrants. Donc quand quelqu'un se présentait qu'il y avait de la capacité sur le réseau, on la donne gratuitement. Et puis, deuxième élément, premier arrivé, premier servi. Voilà, on remplit les choses. Et puis, si à un moment, il y a un acteur qui fait saturer le réseau localement, on va lui faire financer le besoin supplémentaire. Et puis, si ça dépasse ses propres besoins, ça crée de la surcapacité qu'on pourra aller gratuitement au suivant.
Voilà, donc ça, c'était le système existant qui aujourd'hui est débordé par l'abondance des projets. Donc ça, je vais refaire une parenthèse là-dessus, mais il y a aujourd'hui beaucoup de demandes pour se raccorder au réseau, avec vraisemblablement un phénomène de bulle spéculative sur ce qui est devenu un actif. En fait, nous, on constate avec un peu d'effarement que la capacité du réseau, aujourd'hui, est devenue un actif. Pourquoi ? Parce que c'est un bien qui devient assez rare, qui est long à développer, c'est beaucoup de travail pour le développer, et qui suscite beaucoup d'intérêt d'un certain nombre d'acteurs. Alors d'abord les industriels, maintenant plus récemment les opérateurs de data centers. Donc on a une ruée sur cet actif, et ce n'est pas spécifique à la France, c'est dans le monde entier. Et effectivement, comment gérer une période de croissance, comment allouer cet actif ? C'est quelque chose qui est un peu inédit. On a vécu dans les 30 Glorieuses un système où en fait on est dans un monopole, une économie très planifiée. Et là, on est dans un système un peu inédit où on a à la fois un cumul de croissance et de grand libéralisme, voilà, de concurrence totale. Et donc aujourd'hui, RTE doit inventer des nouvelles règles, doit essayer d'imaginer des manières de gérer ça. Alors, pourquoi y a-t-il une telle demande ? Il y a un paradoxe là que je ne sais pas bien expliquer, mais qui pourrait être intéressant d'échanger, c'est que, à la fois, vous l'avez dit, la décarbonation de l'industrie, elle est quand même beaucoup plus lente que ce qu'on pouvait espérer. Pour autant, elle s'est traduite par énormément de projets, des projets parfois de grande ampleur. Je pense notamment à tout ce qui est production d'hydrogène, dans une vision finalement d'une industrie totalement décarbonée où la sidérurgie fonctionnerait avec des fours électriques plus du DRI, où on aurait une nouvelle pétrochimie fondée sur la recombinaison de l'hydrogène avec des produits issus de la biomasse pour faire des e-carburants. Voilà, donc tout un univers totalement décarboné, des nouvelles industries, ça a été évoqué, pour produire des batteries de véhicules électriques, des panneaux solaires qui eux-mêmes vont produire l'électricité décarbonée pour alimenter tout ça. Et donc, on a énormément de projets qui ont fleuri, qui font qu'aujourd'hui, RTE a enregistré, en dernier comptage, on était à un peu plus de 20 gigawatts au début de l'année 2025, ce qui était déjà énorme. La consommation française, en ce moment, là, une période d'automne un peu calme, on doit être à 40-50 gigawatts. Voilà. Donc 20 gigawatts de puissance demandée pour des besoins industriels. Et là, on est à 30 en fait, au mois de septembre, 9 mois plus tard, parce qu'on a la vague des data centers qui est arrivée, qui est passée par là, qui a aussi sollicité plein de puissance. Donc, on a à la fois ce phénomène d'une décarbonation qui tarde à se développer et cette ruée sur cet actif qui est considéré comme rare et précieux, qui est la capacité du réseau. Alors derrière nous, comment on fait ? On pourra développer un peu tout ça, mais RTE, depuis quelques années, quelques mois, essaie de développer un certain nombre de nouvelles approches pour à la fois gérer ce paradoxe, faire face à cette nouvelle demande. C'est d'abord d'assumer pleinement notre rôle d'aménagement du territoire, de se dire que dans des grandes zones industrielles comme Dunkerque, Fos-sur-Mer, Le Havre ou d'autres, notre rôle, c'est bien d'investir pour créer en amont la capacité à accueillir des futurs projets. C'est-à-dire qu'on n'a pas de certitude sur quels sont les projets qui vont réellement se faire, mais on sait que lorsque la décarbonation décollera réellement, c'est bien à ces endroits-là qu'elle va avoir lieu. Et que donc, anticiper, quand bien même on n'est pas très sûr que tout ça sera financé, c'est une manière de le faire. Et donc sur le financement, on développe un modèle de mutualisation des coûts par lequel finalement RTE préfinance un certain nombre d'infrastructures qui seront nécessaires à pouvoir alimenter chacun. Et par la loi, sera en mesure, pendant au moins 10 ans, de refacturer à chaque acteur la part qu'il utilisera dans ce dispositif. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau que Paul Champsor et Jean Tirole n'avaient pas imaginé à l'époque. On a aussi des dispositifs très administratifs de priorisation qui nous permettent à un moment dans une zone de dire tel acteur, son projet, il a réservé une capacité, mais son projet n'avance pas, donc on va le mettre un peu sur le côté pour en laisser passer un autre. Et plus globalement, une remise en cause qu'il va falloir faire de cette règle premier arrivé, premier servi, qui là aussi, effectivement, est héritée de ces règles de début des années 2000, mais qui aujourd'hui trouve ses limites et on pourra s'en redire un mot. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Charles Delbrouck, banquier conseil, Green.
En termes de financement, quels sont les outils financiers justement pour accompagner la transition des PME industrielles, hein? Et est-ce qu'on peut prendre quelques exemples, hein, de projets soutenus à travers des prêts verts, des obligations durables, et puis aussi des partenariats publics-privés, hein, ça a été évoqué. Et puis, on dira un mot également des critères ESG dans l'évaluation du risque industriel. Alors, les outils financiers, pour commencer. Oui, ça a été présenté au début. Cette décarbonation de l'industrie et des secteurs en général nécessite des capacités d'investissement qui sont importantes. Et donc, c'est en partie le rôle des banques de le financer. Donc, la question de comment accompagner nos clients industriels ou nos nouveaux clients, est un sujet important pour nous. Objectivement, dans les faits, il y a deux typologies pour financer cette transition. La première, c'est ce qu'on appelle le financement fléché. C'est-à-dire, on a un actif, ça peut aller d'une machine-outil à une usine, et on dit, nous, en tant qu'établissement bancaire, on vient financer cette typologie d'actifs en se mettant d'accord sur le fait qu'ils participent à une trajectoire de décarbonation du client. Le deuxième mode de financement qui est aussi très usité, c'est ce qu'on appelle les financements indexés. On vient financer quelque chose qui n'a rien à voir a priori avec la transition, typiquement une ligne de trésorerie, et on travaille avec le client pour qu'il s'engage sur 1, 2 ou 3 critères extra-financiers qui sont en lien avec son activité, et ensemble on définit une trajectoire. Donc bien évidemment pour les industriels, on parle de sujets environnementaux, on parle du carbone, on parle de l'eau. On peut aussi parler de sujets sociaux. La formation est extrêmement importante, hein, puisque dans ces industries-là, les métiers peuvent changer. Donc, il y a un fort besoin d'accompagner les salariés, les collaborateurs. Et si le client respecte ces trajectoires, on vient bonifier le taux de son crédit. Donc, très honnêtement, les industriels, quand ils ont des projets de décarbonation, ils viennent chercher le financement au meilleur taux. Ils viennent chercher aussi du financement, l'accès au financement qui est important. Donc, c'est les deux outils traditionnels les plus utilisés. Après, on voit aussi des nouveaux modes de financement qui sont plus complexes à appréhender, où on n'a pas forcément un alignement entre la personne qui possède l'actif et la personne qui l'utilise, voire même la personne qui détient l'actif physiquement. L'exemple le plus simple aujourd'hui qu'on voit, c'est avec les centrales solaires de taille moyenne. On a un premier acteur qui vient poser les panneaux sur son toit, un deuxième qui investit dans ces panneaux, et un troisième, un industriel qui va être à 500 mètres, 1 kilomètre, qui vient utiliser l'énergie produite par ces panneaux-là. Donc on est dans une situation où on a 3 acteurs, donc un qu'il faudra venir financer, et donc ça crée du risque sur le modèle économique, puisque s'il y en a un des 3 qui tombe, comment tout ça tient? Donc ces nouveaux modèles-là permettent de décarboner certaines industries, et donc le rôle des banquiers, c'est de proposer des solutions techniques pour apporter le financement et que ces projets se développent. Dans les sujets qu'on finance, assez classiquement, on voit beaucoup de sujets relatifs à l'énergie. Donc, se rendre de plus en plus autonome en énergie, avoir des moyens de production qui sont plus efficaces. Donc, ça peut être soit des remplacements de lignes de production, soit des nouvelles lignes de production. On a aussi tout le financement de l'innovation et des nouveaux acteurs. Sur certaines niches, on voit des acteurs qui se développent sur l'hydrogène. Il y a 2 semaines, j'étais avec un acteur qui propose de brûler de la paille de fer pour avoir des chaleurs de flamme à très haute température. Donc c'est des gens, il y a 5 ans, c'était vraiment dans des bureaux d'études. Et il faut qu'on développe déjà une sacrée ouverture d'esprit, parce que quand le projet vous arrive comme ça, c'est un peu surprenant. Mais surtout, que ces personnes accèdent au crédit, accèdent à la capacité de développer leur industrie pour proposer des solutions pérennes à nos clients industriels. Et puis, des cas qui sont plus surprenants, on a eu le cas cet été,
Décarboner l'industrie, c'est parfois financer du stock. On a un client qui a énormément travaillé sur son scope 1 et sur son scope 2 dans son bilan carbone. Donc en gros, c'est l'énergie qui est mise directement sur ses sites de production. Et il s'est rendu compte que le pas suivant était de transformer littéralement sa chaîne logistique. Donc ça veut dire moins d'avions pour plus de bateaux et plus de routiers. Et quand il creuse, quand il travaille, il voit qu'il va avoir des délais d'acheminement de ses produits qui sont plus longs, donc de l'augmentation de ses stocks. Et vu qu'il n'a pas forcément ni envie ni la possibilité de mettre de la trésorerie pour financer ce stock, c'est notre rôle, c'est le rôle des banquiers de l'accompagner. Donc voilà, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'on finance des choses qui ne sont pas directement en lien avec l'énergie, avec la décarbonation de manière directe, mais il faut qu'on apporte les solutions de financement parce que c'est un besoin opérationnel de notre client. Très bien. Alors, 2 petites questions encore. Une pour vous, Jean-Philippe Bonnet. Comment articuler financement, innovation et planification déjà ? Oui, j'en ai dit quelques mots. Alors, sur l'énergie en tant que telle, effectivement, là, il y a une vraie question. RTE, titre de ses missions, assure un rôle de prospective en matière énergétique. Notre mission, c'est de nous projeter à un horizon de 15-20 ans, d'examiner finalement les centrales existantes, celles qui sont en projet, les politiques énergétiques en cours, et d'analyser d'un autre côté les évolutions de la consommation, les nouveaux besoins en électricité, leur nature. Et les besoins industriels de ce point de vue-là sont encore aujourd'hui très exigeants en termes de continuité et en termes de faible flexibilité. Parce que l'industrie reste soumise à une concurrence internationale, fonctionne 24 heures sur 24. Moi, je ne connais pas d'industriel qui fonctionne sur des panneaux solaires en disant je fonctionne quand il fait jour et puis je m'arrête la nuit. Voilà, ils exigent tous, c'est pour ça qu'ils viennent voir l'opérateur du réseau, c'est qu'ils exigent tous une très grande continuité d'électricité, 365 jours par an et 24 heures sur 24. Donc on compile tout ça, on en déduit effectivement des hypothèses de consommation, des hypothèses de production, et puis on alerte le gouvernement si on estime qu'à un moment, il va y avoir des connexions entre les deux. C'est-à-dire qu'on a un parc de production qui n'est plus à même de satisfaire la demande. Voilà, donc ça fait partie de nos missions à travers un document qui s'appelle le bilan prévisionnel, qui a un drôle de nom, mais voilà, c'est le nom que lui a donné la loi. Et effectivement qu'on est en train de mettre à jour. Donc je ne vais pas vous révéler des scoops sur sa prochaine édition, mais suivez l'actualité de RTE. D'ici quelques semaines, on devrait le sortir. Et puis effectivement, se poser ces questions-là, la décarbonation qui avance moins vite que prévu, les incertitudes sur les projets d'hydrogène notamment, les data centers qui poussent, les incertitudes complètes sur la politique énergétique. Voilà, donc tout ça, après, renvoie à des questions aussi de financement au deuxième rideau sur la politique énergétique. Pour le réseau en lui-même, je dirais aujourd'hui, effectivement, la grande question à laquelle nous, on est confrontés, c'est celle de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'il n'y aura pas de décarbonation s'il n'y a pas de réseau. Mais faut-il que RTE investisse en risque? Et quand je dis en risque, en fait, c'est en risque pour vous, parce qu'en fait, nous sommes un service public et que nos financements, nos investissements, c'est l'ensemble des consommateurs français qui les financent, sauf à ce qu'on ait une contrepartie. C'est-à-dire que les industriels, on leur demande de financer une part assez importante des réseaux qui vont les alimenter. Mais eux-mêmes ne sont prêts à financer que lorsqu'ils ont bouclé leur décision d'investissement, qu'ils ont des banquiers qui les suivent. Et donc, on a sans cesse cette sorte de poule et d'œuf. C'est-à-dire qu'en gros, l'industriel nous dit, bon, moi, je veux bien lancer mon projet, mais il faut que vous me garantissiez que dans 3 ans, j'aurai l'électricité. Et nous, on lui dit, bah oui, mais si on veut être là dans 3 ans, avec les délais d'autorisation administrative, le fait que tout le monde veut des câbles électriques, donc il nous faut 3 ans d'approvisionnement pour avoir un transformateur, etc., bah, il faut que vous nous versiez l'argent tout de suite pour qu'on soit au rendez-vous. Et on se court après, en fait. On se court après pour arriver à débloquer les choses. Donc, on essaie de trouver des solutions. Notamment, nous avons, dans notre document là, de planification qui est publié en début d'année, qui a été publié en ce début d'année, le schéma décennal de développement du réseau,
organiser une priorisation des investissements dans les grandes zones industrielles, en disant on a des zones de priorité 1 qui sont, je l'ai dit tout à l'heure, Dunkerque, Le Havre, Fos, dans lesquelles RTE investit en risque, mais avec un dispositif qui nous permettra de récupérer l'argent auprès d'industriels qui développeront des projets. On sait que Arcelor à Dunkerque, ils feront quelque chose, c'est sûr. Dans quel timing, on ne le sait pas, mais au moment où ils viendront, on pourra leur demander de participer au financement. Dans d'autres zones, on est plus prudent. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on fait, c'est que RTE va aller chercher les autorisations administratives. Pour avoir les autorisations, ça coûte pas très cher, ça coûte un peu d'études et de temps de travail humain. Et ensuite, on ne déclenchera réellement l'investissement que lorsque on aura suffisamment d'industriels qui auront eux-mêmes franchi leur propre pas, ce qui permet de petit à petit d'avancer en fait sans bloquer toute la machine. Très bien. Alors ça m'amène à une autre question que je voulais poser, cette question de la poule et de l'œuf. Autre question à Charles Delbrück. Quelle place pour l'État, les acteurs territoriaux justement dans cette coordination? Et puis je donnerai la parole à... Le mot coordination est important parce que quand on parle de décarbonation, de transition, il faut qu'on soit d'accord sur les trajectoires et que avoir des actifs qui décarbonent, ce soit la même chose pour tout le monde. Et je vous avoue qu'avant la mise en place de la taxonomie européenne, ne serait-ce que nous, pour dire qu'est-ce qu'un financement vert, ça pouvait être des débats qui prenaient un peu de temps. Donc il faut vraiment qu'on soit d'accord sur ces sujets-là entre nous pour ne pas ajouter de la complexité à l'industriel. Ensuite, il y a pléthore d'accompagnements sur la transition. Il y a un rapport de l'Inspection générale des finances qui date de 2023 qui disait qu'il y avait 340 typologies d'aides sur les 5 structures nationales. Ils n'avaient pas réussi à les comptabiliser au niveau territorial. Ça veut dire que quand on a un projet, qu'on est chef d'entreprise, qui on appelle, qui on va voir, à qui on demande de l'aide, vers qui on va chercher des subventions, et ça c'est extrêmement difficile et c'est extrêmement complexe. Et ensuite il y a tous les sujets de données aussi, puisque si on veut faire des financements bonifiés, si on veut être d'accord collectivement sur les datas pour atteindre un point donné, il faut qu'on ouvre les données, il faut qu'on partage des métriques qu'aujourd'hui on n'a pas encore. Alors, un mot de Madeleine Perron pour conclure cette séquence sur le financement, et puis on passera ensuite à la troisième temps de notre débat, les questions de gouvernance et de planification. Merci. Non, parce que ça m'a fait réagir. J'ai pris plein de notes sur ce que vous disiez aussi. Et moi, ça m'a fait réagir que vous parliez de ces indicateurs, que vous disiez, voilà, nous, on a tel taux bonifié pour tel type d'investissement, etc. Parce que je sais que les banquiers sont des gens charmants, mais pas philanthropes. Donc, c'est qu'il y a derrière une rentabilité de l'investissement ou une forme de... Est-ce que c'est parce que ça solidifie les investissements des industriels, le fait qu'ils soient verts, ou est-ce que c'est derrière, vous êtes relié finalement à, je sais pas, justement des subventions ou ce taux bonifié? Est-ce que c'est juste la caisse d'épargne ou est-ce que c'est l'État qui vient abonder cette taxonomie européenne dont vous parlez? Soit pour montrer qu'en fait, peut-être derrière, il y a aussi toute une structure financière et qui est une politique finalement financière pour orienter aussi ces investissements qui sinon ne se feraient pas. Est-ce que c'est le cas? Parce que si on regarde même juste là les mécènes, des GECO, etc., il y a quand même un bon paquet qui ont encore des investissements carbone, qui continuent d'investir, et les banques continuent d'investir dans des actifs carbonés et dans des futurs projets carbonés. Donc comment vous articulez ces... Il y a plusieurs éléments. C'est moins le cas aujourd'hui, mais il y a 18 mois, il y avait une réglementation assez forte qui poussait les banquiers à publier ce qu'on appelle des green asset ratios, donc la part verte du bilan dans l'actif des banques. Donc ça a poussé une forte pression pour financer les projets rentables et verts, ce qui a fait baisser le taux des crédits. Les autres éléments qui sont plus pérennes, c'est qu'on arrive à obtenir, nous, face à ces financements, des refinancements qui sont bonifiés.
soit au niveau de la Banque européenne d'investissement, du Fonds de garantie européen, de certains acteurs. Donc on arrive à aller chercher des obligations vertes et obtenir des taux de financement meilleurs. Aussi à travers les particuliers, les entreprises qui placent leur trésorerie à des taux moins attractifs mais qui permettent de financer la transition. Et le deuxième ou le troisième sujet, c'est que on pense que c'est des sujets de durabilité en fait. Et que même si ça ne se voit pas encore dans les chiffres, que les acteurs, qui soient industriels ou non, qui auront investi dans cette transition environnementale, seront des acteurs qui seront plus pérennes demain. Et donc, nous, comme on gère principalement un couple rendement-risque, on sait qu'à un moment, alors est-ce que c'est à 3, 4, 5 ou 10 ans, ça on verra, mais ça vient dérisquer nos actifs, nos clients, et donc économiquement, on s'y retrouvera. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va passer à la troisième séquence de ce débat. Et puis, je vous le rappelle, bien sûr, certains ont déjà commencé de le faire. Vous pouvez poser des questions en suivant donc, les indications qui sont indiquées à partir du QR code ou par SMS avec le numéro qui va s'afficher, que vous verrez dans quelques secondes. Alors, question de gouvernance, de planification, et puis le rapport à la société. Je m'adresse à la fois à Madeleine Perron et Benjamin Brice. Est-ce qu'on peut concilier transition rapide et maintien de la compétitivité industrielle? Est-ce qu'il n'y a pas parfois des antagonismes entre ces deux ambitions? Benjamin Brice. Je commence. J'en ai un tout petit peu parlé. Juste trois choses. C'est-à-dire, la compétitivité est une contrainte qui pèse sur nos économies, qui sont des économies ouvertes. Et même si la mondialisation est remise en cause, le protectionnisme augmente, etc., la concurrence internationale existe encore et va sans doute exister dans les décennies à venir. Donc, c'est une contrainte à prendre en compte. Deuxième chose, c'est que c'est une contrainte parmi d'autres. Elle a sans doute pris une part excessive dans la définition des politiques publiques au cours des dernières décennies. La compétitivité économique est une contrainte, mais la question des équilibres sociaux est aussi une contrainte à prendre en compte. Les pressions écologiques sont aussi à prendre en compte, les tensions géopolitiques également, etc. Et donc la compétitivité doit être replacée dans ce réseau général. Et la troisième chose, mais je l'ai déjà dit, il me semble qu'en termes de compétitivité, la France, et même de plus en plus largement l'Europe, et ça risque d'aller de plus en plus dans ce sens-là, connaît un décrochage. Et dans une situation de décrochage où il faut un rattrapage, quand nous ne sommes plus à la frontière technologique, eh bien, il est impossible d'être directement compétitif, en tout cas dans les industries de pointe, et il faut être capable de trouver des politiques alternatives. Donc, pour répondre à votre question, je crois qu'à court terme, il y a quand même une tension réelle, et ça se voit beaucoup au niveau européen, entre objectifs de décarbonation et compétitivité. Madeleine Perron. Je ne peux qu'acquiescer. Il y a un truc qui m'intéresse aussi particulièrement dans ces politiques de décarbonation et dans le moment actuel, c'est à quel point le court terme, et on peut définir aussi la compétitivité en court terme, moyen terme, long terme, à quel point la compétitivité de court terme prend le pas sur tout, alors qu'on pourrait les articuler davantage. C'est-à-dire que là, l'Europe et la France en partie réagissent aussi parce que les moyens sont limités, mais réagissent un petit peu avec un logiciel des années 80. Et nous, on cherche l'industrie du 21e siècle. Donc, l'articuler le court terme et le long terme, ça veut dire aussi sauver en partie les industries, parce qu'on ne décarbonera aucune industrie si on n'en a plus ici non plus. Donc comment on organise des sauvetages, des protections, comment on les articule à des conditionnalités pour le futur, comment on fait en sorte que l'État fasse des choix un tout petit peu plus stratégiques peut-être, et peut-être choisisse des filières et peut-être les protège davantage en fonction de ça, et comment ces sauvetages et ces conditions de court terme et ces sauvetages de court terme permettent d'orienter les investissements vers le long terme, permettent de préparer une compétitivité qui devra prendre en compte le changement climatique, parce que, comme vous l'avez dit aussi, une entreprise, une usine qui demain saura gérer son eau, qui demain saura travailler quand il fera 45 degrés dehors pendant plusieurs jours de suite, etc., ça va être des objectifs ça va être des conditions de compétitivité. Et je vois, par exemple, j'étais assez surprise de le peu de réactions, par exemple, qu'on a autour de Agondage. Donc, Agondage, c'est
une usine, une aciérie qui est en train de fermer. C'est l'une des seules avec un four électrique aujourd'hui en France. Alors, il y a des problèmes d'investissement, etc. L'État avait investi 200 millions d'euros avec un partenaire financier qui s'est engagé à mettre 90 millions d'euros et qui en a mis 1. Bon, bah mince, non, enfin, on va pas laisser cette usine dépérir. Enfin, comment on fait pour récupérer tout ça, pour que on retrouve aussi un petit peu des moyens d'action sur ces filières stratégiques, sur ces usines stratégiques. Et dernier point, ça passe aussi, cette articulation court terme, long terme, elle passe par l'importance de la régulation. Et je suis très contente que vous en ayez parlé de pourquoi vous financez ces trucs-là, parce qu'il y a des réglementations européennes, parce qu'il y a des fonds verts, parce qu'il y a du financement, parce qu'il y a des réglementations financières aussi qui sont en train d'être attaquées, alors que c'est notre plus grande arme finalement, ces normes, ces réglementations, ces régulations. Alors, on peut les améliorer, on peut les simplifier, il n'y a pas de problème. Mais c'est celles-ci qui sont en train de définir notre compétitivité de demain. Et c'est très grave de les saboter et de les saborder dès aujourd'hui. Autre question, Madeleine Perron, comment éviter une décarbonation entre guillemets hors sol, hein, je dirais, qui déplacerait les émissions plutôt que de les réduire? C'est exactement ce qu'on a observé effectivement ces dernières années, et il y a même il y a le problème des émissions qu'on importe. On peut aussi se poser des fois la question des émissions qu'on exporte. Moi, je me la suis posée dans le cadre des véhicules d'occasion. On exporte 45 millions de tonnes de CO2 en fait tous les ans dans des pays tiers pour décarboner nous notre propre parc de voitures. Donc, il y a des équilibres très compliqués autour de tout ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le monde a changé. Les États-Unis, la Chine sont des concurrents très directs, très frontaux. On a une course aux matières rares, etc. Donc, il va falloir un tout petit peu effectivement changer de logiciel, et c'est comment on organise effectivement une production ici qui soit la plus propre possible, même si forcément il y aura un petit peu du sale, mais comment on gère tout ça, comment on prend en compte les aspects sociaux de ces transitions, comment on limite les impacts, et comment vis-à-vis des pays tiers avec lesquels on va continuer de commercer, parce qu'on n'est pas question non plus de s'isoler complètement, on crée des nouveaux accords, on crée aussi des nouvelles choses qui sont mutuellement bénéfiques, et de revenir, enfin de rechercher des nouvelles formes de bénéfices mutuels, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. On assiste plutôt à une ruée, un accaparement et des accords de commerce même au niveau européen qui vont encore et toujours dans le mauvais sens. Oui, parce que j'allais vous en parler, on va fêter les accords les 10 ans des accords de Paris. Il y en a qui respectent et d'autres qui ne respectent pas. Oui, il y en a, mais justement, les règles du jeu ont changé, donc il faut que l'Union européenne aussi soit un petit peu plus sûre de ses propres règles, de ses propres normes, de ne pas les laisser dicter. Et la Chine est très en avance aussi sur les normes environnementales et de gouvernance, mais c'est les siennes, et on n'est pas favorisé par celles-ci. Donc c'est aussi effectivement quelle place l'Europe se fait dans le jeu mondial. Elle commence quand même à réagir. On a des instruments maintenant de politique de défense commerciale qui commencent à être activés. Là, on a mis des droits de douane sur l'acier justement pour protéger un petit peu, etc. Mais on n'est pas encore dans un moment très cohérent. Donc il reste beaucoup à faire. Charles Delbrouck, quelle articulation entre une stratégie nationale bas carbone affichée, revendiquée, et puis des réalités territoriales pas forcément simples, que ce soit en termes d'emploi, d'infrastructure et d'acceptabilité sociale, je dirais. La réalité, c'est son principe, elle est très concrète, et décarboner, réimplanter des industries, c'est deux choses aujourd'hui qui sont compliquées à trouver. C'est du foncier. Donc accepter de mettre du foncier à disposition pour les industriels et avoir de la main-d'œuvre. On a des savoir-faire qui se perdent et on a une concurrence pour l'obtention de cette main-d'œuvre. Et donc, si vous voulez réimplanter une usine, augmenter les capacités de production, et vous n'avez ni endroit où la mettre, ni salariés pour mettre dedans, l'histoire s'arrête assez vite. Et le deuxième point, Madeleine l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais quand on parle d'investissement à long terme, ça veut dire qu'on veut de la visibilité à long terme. C'est des investissements que nous, on peut financer sur 10, 15, 20 ans. Et quand on voit qu'aujourd'hui, on a de la difficulté, ne serait-ce qu'à sortir un budget pour l'année prochaine, ça fait que les investissements sont repoussés. Et on n'est pas dans un climat politique qui est propice aux investissements de long terme.
Et quand vous dites, par exemple, pouvoir financer et accompagner de nouvelles usines, est-ce que ce n'est pas incompatible avec une loi zéro artificialisation nette ? Il y a beaucoup de débats sur cette loi, le point de départ, qu'est-ce qui compte pas. En fait, les deux doivent être compatibles. On peut pas artificialiser à tout va, mais on a des contraintes aussi. Donc, c'est à quoi est utilisé le foncier disponible. Et je pense que cette question doit être posée. On dit par exemple, je crois dans la métropole, la métropole a identifié 69 ou 70 sites friches industrielles en quelque sorte, possibles pour accueillir de nouvelles usines, par exemple. Ça, c'est une très bonne initiative. Benjamin Brice, et puis Jean-Philippe Bonnet aussi, un mot sur le rôle des citoyens et des travailleurs dans la planification industrielle. Oui, deux mots. Bon, peut-être sur la planification, excuse-moi, j'en dis un mot quand même. C'est vrai que, je l'ai dit, on n'est plus dans le monde des années 60 où on pouvait planifier et dire à tel industriel, vous allez à tel endroit, vous allez faire ci. Ça ne marche plus, on est dans un monde libéral. Mais on ne peut pas être non plus dans un libéralisme échevelé où n'importe qui peut se mettre n'importe où pour faire une usine et demander à être accordé en électricité, quel que soit cet endroit-là. Donc nous, on croit beaucoup côté RTE à ce qu'on appelle une politique de l'offre, mais c'est un terme tellement galvaudé aujourd'hui, mais plutôt de pouvoir dire, voilà, on a des endroits qui sont aménagés et où les acteurs publics se coordonnent pour dire, là, on accepte, on pense que c'est pertinent d'accueillir de l'industrie, d'accueillir un data center, d'accueillir telle ou telle activité. Et ensuite, on rend ça public. C'est-à-dire, on dit, voilà, si vous venez à cet endroit-là, vous êtes le bienvenu et on vous facilite les choses. Après, si vous voulez aller ailleurs, vous pouvez essayer. Il y en a qui ont essayé, ils ont peut-être eu des problèmes ou ils auront des problèmes, mais pouvoir avoir au moins une offre qui soit bien pensée et vers laquelle on oriente les acteurs. C'est ce que nous, on essaie de faire dans les grandes zones industrielles. C'est ce qu'on fait aussi avec le ministère de l'Industrie pour les très gros data centers sur l'intelligence artificielle, en ayant identifié quelques sites en France dans lesquels on réunit toutes les conditions, le foncier, les autorisations administratives, l'électricité, et on met en concurrence les acteurs, en fait, plutôt que de laisser une espèce de western se mettre en place. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, les citoyens, parce que oui, c'est important. Je dirais RTE, on est particulièrement concerné parce que quand on parle d'ouvrages électriques de forte puissance, on continue à n'avoir comme seule solution technique que des lignes électriques aériennes qui posent évidemment un certain nombre de questions d'acceptabilité environnementale et paysagère et sociétale. Voilà, c'est une difficulté qu'on rencontre aujourd'hui à Fos-sur-Mer. Zone de Fos-sur-Mer, il faut multiplier la consommation d'électricité par 3, 4, voire 5 si on veut réussir la décarbonation, c'est-à-dire ne serait-ce que préserver l'industrie existante et amorcer sa transition vers du zéro carbone. Il n'y a pas de centrale nucléaire en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il faut aller chercher l'électricité en vallée du Rhône. Et donc là, on a le choix entre passer dans la Camargue ou passer dans les Alpilles. Alors on a essayé de trouver un chemin qui passe un peu entre les deux, lisière de la Camargue. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est très compliqué. Et ces infrastructures d'intérêt général qui traversent des territoires pour aller en desservir d'autres, évidemment, ne sont pas bien vécues par les acteurs qui sont dans le territoire intermédiaire, qui se disent, mais bon, voilà, moi je vois passer les lignes électriques, mais je n'ai pas les emplois industriels, je n'ai pas forcément les emplois de production. Voilà, comment j'accepte tout ça? Ça, c'est une vraie question et qui passe effectivement par une bonne compréhension. C'est très compliqué quand même, arriver à une bonne compréhension de tout ce qui se joue derrière ces enjeux de décarbonation et du fait que c'est notre activité économique et effectivement notre modèle qui s'y joue. Benjamin Brice, un mot, et puis on va commencer à prendre les questions qui commencent à arriver. Oui, juste pour rebondir sur la planification, effectivement, on ne va sans doute pas revenir à la planification des années 60, etc., mais j'ai l'impression qu'on se dirige quand même, étant donné les contraintes de long terme que l'on a, vers une forme ou une autre de planification. Et quand on regarde les différentes régions du monde, c'est-à-dire Chine, Europe, États-Unis, dans les 25 dernières années, la zone qui a le plus cru et le plus mené des politiques en faveur du libre-échange et de la libre concurrence n'est pas forcément la zone la mieux disposée en termes de souveraineté, en termes de
technologique, en termes d'industrie, que les deux autres, qui ont eu des modèles, en tout cas pour la Chine, beaucoup plus rigides, beaucoup plus planificateurs, mais qui a montré quand même certaines performances et une certaine efficacité. Pour les travailleurs, je veux dire, c'est indispensable. On a vu qu'aujourd'hui, un demi-siècle de désindustrialisation a complètement éloigné le monde du travail de l'industrie. Et il y a tout un imaginaire à recréer. Les spécialistes de l'industrie en parlent. Si j'insiste autant sur le changement de modèle de société, c'est parce que je pense que si on ne donne pas un horizon, et même un horizon désirable, effectivement, la notion de réindustrialisation restera toujours un vain mot. Il faut voir en quoi les efforts, parce que devant nous, ce sont des efforts, mais en quoi les efforts peuvent apporter quelque chose de réellement bénéfique pour l'ensemble de la société. Et les citoyens, oui, je crois que c'est un enjeu majeur, parce que décarboner l'industrie, réindustrialiser, tout ça c'est bien, mais la question c'est pour faire quoi? On ne va pas produire en ce premier quart de 21e siècle la même chose qu'on a produit à l'époque de l'industrie des 30 Glorieuses, etc. Que produire, comment, dans quelles conditions, à quel prix, pour quels besoins, etc. Là, il y a d'immenses débats et débats démocratiques qui devraient impliquer la société tout entière pour se projeter vers le type de société que nous voulons construire. Très bien. Alors, on va commencer tout de suite les questions. Il y en a pas mal qui sont arrivées. Peut-être une question pour vous, Charles Delbrouck. En tant que particulier, comment puis-je m'assurer que mes économies ne financent pas des industries carbonées ? Il y a eu une grosse évolution de la réglementation et des articles 8 et 9 dans l'assurance vie qui ont un peu fait le ménage dans ce qui était au financement des particuliers. Aujourd'hui, tous les établissements bancaires, au moins français, ont des offres spécifiques. Il y en a une qui a été lancée en début d'année. Donc, demandez à votre banquier préféré, en espérant que c'est la caisse d'épargne, mais même si ce n'est pas lui, il aura une réponse satisfaisante à vous donner. Autre question, changer notre modèle de société et de consommation, entièrement d'accord, mais comment sortons du modèle actuel où, par exemple, la fast fashion nous envahit? Benjamin Brice, oui. Effectivement, c'est quelque chose de difficile parce que nous sommes dans une société qui continue par la publicité, par les modes de consommation, par les amitiés, etc., à nous pousser à consommer davantage. Il y a quand même des leviers... Consommer pas cher, vous l'évoquiez tout à l'heure. Consommer pas cher, etc. Je veux dire, il faut se mettre en tête que les vêtements que nous consommons, en tout cas dans la fast fashion, etc., ne sont pas à leur prix réel en termes de coût environnemental, coût social, etc., et que nous n'arriverons jamais à relocaliser des vêtements à ce prix-là. Il faut savoir que le textile est quand même un des domaines les plus intensifs en main-d'œuvre, où la différence de prix est la plus majeure. Si on prend l'automobile, par exemple, il y avait une étude qui a déjà quelques années, mais qui imaginait une relocalisation de 15% de la production automobile délocalisée. C'était un surcoût de l'ordre de 5%. Donc ça dépend vraiment des industries, le surcoût à adopter. Mais il est clair qu'il va falloir réfléchir à nos modes de consommation, comment faire, etc. Et pour revenir encore pour le textile, il me semble qu'il y a deux choses à faire. D'un côté, du côté des consommateurs, et pas seulement, disons, les catégories supérieures qui peuvent se payer du Made in France, changement de mentalité, publicité, etc. Et de l'autre côté, du côté des industriels, des innovations, des réflexions sur les modes de production, sur les modes de distribution, sur les modes de promotion, tout ce qu'on veut, pour être en capacité de baisser les prix. On a vu ça, par exemple, je crois que c'est le slip français qui avait divisé ses prix par deux. Bon, ça donne des prix qui sont encore beaucoup trop élevés. Il faut que la puissance publique, les industriels, etc., arrivent à donner une offre à destination, disons, du grand public qui soit plus raisonnable. Mais il y a un pas à faire également du grand public vers une autre manière de consommer le textile et tous les biens qui nous entourent en général. Jean-Philippe Bonnet, une question pour vous. Décarboner passe par produire différemment, mais aussi par l'électrification des process industriels. Le réseau de RTE pourra-t-il supporter une forte augmentation des demandes des industriels dans un calendrier compatible avec leurs besoins? On revient à la poule et l'œuf. Oui, c'est la question. Ce réseau, il a vocation à évoluer. C'est notre mission, c'est de le développer. Donc, effectivement, pourra-t-il supporter? Oui, on va le développer pour ça. Après, c'est la deuxième partie de la question qui est plus tricky. C'est pourra-t-il être développé dans un délai compatible avec les besoins des industriels?
Bon, en fait, aujourd'hui, tous les industriels qui sont face à nous ont besoin d'électricité dans un délai de 3-4 ans. Et quand on leur dit, mais enfin, c'est étonnant, vous êtes très très nombreux, on a aujourd'hui 12 gigawatts cumulés de projets d'hydrogène. Or, effectivement, les plans du gouvernement ils sont redescendus, je crois, à 4,5 gigawatts de financement à l'horizon 2035. Donc on leur dit, bah, attendez, il n'y aura pas les financements pour tout le monde, il n'y aura pas les besoins, parce que la demande d'hydrogène, elle est quand même très faible et elle ne va pas se développer du jour au lendemain. Mais chacun nous répond, oui, oui, vous avez raison, les projets des autres ne sont pas crédibles, mais le mien, il est crédible. Alors qu'est-ce que vous faites de tout ça? Bah, effectivement, c'est la difficulté que j'évoquais. Donc on développe par palier, on avance, mais je pense qu'effectivement, ce qu'on veut absolument éviter, pour le dire autrement, les projets des industriels, la décarbonation va se faire. Elle se fera moins vite que ce que les industriels souhaiteraient, parce qu'il y aura des difficultés, il y aura des ralentissements. L'essentiel, c'est qu'on ne soit pas bloqué, c'est qu'on arrive à avancer par petits pas et que les choses progressent. Madeleine Perron, oui. Si je peux compléter, c'est qu'aussi l'électrification, c'est une partie, c'est un des leviers, mais il n'y a pas que ça. Et il y a aussi organiser davantage de flexibilité pour moins peser sur le réseau. Ça veut dire aussi changer un petit peu les contrats des fois avec les industriels pour qu'ils produisent dans les heures qui sont les plus avantageuses, là où il y a le plus de production, développer le stockage de l'électricité aussi dès les projets industriels, les rendre aussi un petit peu plus locaux dans l'énergie qu'ils utilisent et encore une fois, appuyer au plus qu'on peut sur les leviers de sobriété et d'efficacité énergétique et ça c'est d'autres types d'investissements et qui sont extrêmement importants et éventuellement après d'avoir effectivement une puissance publique, un débat public qui priorise, qui dit bah en fait non, on a déjà trop d'hydrogène, en plus c'est en train quand même de... Enfin voilà, on se rend compte qu'on va pas en avoir peut-être besoin d'autant, donc en fait votre projet, votre data center, ok, mais c'est pourquoi? Parce qu'en fait là on en développe dans tous les sens, mais est-ce que vous m'avez prouvé la valeur sociale, environnementale de votre projet, etc. Donc il y a aussi des leviers autres que juste raccorder au réseau. Alors justement, à propos des data centers, autre question, l'arrivée de l'IA et des data centers qui consomment beaucoup d'énergie est-elle compatible avec la décarbonation de notre économie et pas uniquement de notre industrie? Non, non, enfin, en partie, mais il y a un rapport là du Shift Project qui vient précisément de poser cette question et d'y répondre. Non, il n'y a pas, ça boucle pas, il n'y a pas assez de ressources. Les data centers, c'est aussi beaucoup d'eau, il n'y a pas assez. Enfin, c'est pour ça, on peut en faire, mais dans ces cas-là, il faut une stratégie et il faut des priorisations, ce que c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Oui. Alors, Jean-Philippe Bonnet et il y a plusieurs manières de voir les choses. Bon, déjà sur le plan géographique, si on regarde que l'aspect réseau, il y a assez peu aujourd'hui de concurrence géographique entre l'industrie et les data centers. C'est-à-dire que nous, on a craint un moment que les data centers viennent piquer des capacités qu'on a développées pour l'industrie, mais en fait, ils ne vont pas au même endroit parce que les data centers n'aiment pas trop être dans une zone Céveso. Là. Avoir un industriel avec des trucs, des risques autour, ça ne leur plaît pas, ils veulent protéger leurs installations. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle du point de vue de l'organisation géographique. Après, la question que pose le rapport du Shift Project, c'est est-ce qu'il y aura assez d'électricité globalement pour tout le monde? Donc la réponse, effectivement, qu'apporte le Shift Project, c'est non. Le bémol que je mettrais, c'est que, évidemment, ça va dans leur sens, ils ont pris pour argent comptant toutes les annonces qui ont été faites au grand sommet de l'IA. Ou alors les chiffres que nous on communique, c'est-à-dire que nous avons 14 gigawatts, là au dernier comptage, 14 gigawatts de data centers enregistrés. Sachant qu'aujourd'hui, les data centers raccordés chez RTE, la consommation réelle, c'est 150 mégawatts. Donc on a un fois 100. En fait, est-ce que c'est réaliste de penser que tout ça va se faire dans les 4 ou 5 ans qui viennent? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a un phénomène aussi un peu spéculatif, avec quelques acteurs qui font courir plein d'opérateurs pour leur dire trouvez-moi des endroits où je peux aller installer de l'intelligence artificielle, de la GPU, de la CPU, et qui eux-mêmes font courir 3 ou 4 sites différents. Donc il y a un effet un peu boule de neige qui va à un moment se dégonfler. Mais voilà, la question étant effectivement quelle sera la réalité. Je suis d'accord avec vous, mais du coup la question c'est comment on fait pour savoir ce qui est de l'ordre de la bulle, ce qui n'est pas de l'ordre de la bulle. Et ce qu'on observe quand même aux États-Unis, c'est qu'on est en train de rouvrir des centrales à gaz et des centrales fossiles pour alimenter des data centers. Aujourd'hui, c'est ça qui est en train de se passer aux États-Unis, donc c'est pour ça que
C'est pour ça que j'ai répondu non et de façon un petit peu véhémente peut-être. Et effectivement, on peut apporter des nuances et il y en a qui sont utiles, pas utiles. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un tel tirage quand même d'énergie pour nourrir ces IA qui sont complètement incompatibles avec toutes les trajectoires et au niveau mondial et au niveau français aussi. C'est vrai, mais là, ce qui se passe actuellement en France, c'est que, alors c'est un peu différent, mais c'est très spécifique à la France, je le reconnais. On a 90 TWh d'électricité décarbonée à 95%, que pour l'instant on exporte pour alimenter. Bon, bah, c'est aussi un élément de décarbonation, mais on décarbone l'industrie allemande en fait en faisant ça. On aimerait bien pouvoir fournir une partie de cette électricité à des nouvelles filières industrielles ou à de l'industrie existante décarbonée en France. Les projets tardent à se concrétiser et par contre on a les data centers qui poussent et qui eux se développent. Donc effectivement, voilà, on aimerait bien être à la situation où on doit arbitrer entre les deux, mais en fait ces projets ils arrivent, ils réservent de la capacité, mais leur concrétisation elle est quand même un peu lente. Oui, Benjamin Brice. Oui, je me permets juste sur l'IA. Ce que j'essaye de dire sur la question de la sobriété matérielle, c'est, disons, sortir du pur point de vue écologique. C'est que la sobriété matérielle est bien sûr quelque chose de très bon du point de vue écologique, mais qu'on a aussi intérêt collectivement, d'un point de vue géopolitique en termes d'indépendance, d'un point de vue économique, parce que notre surconsommation nous empêche d'investir et nous fait importer des produits venus du bout du monde, etc. etc. C'est important, disons, de voir que cette question de la sobriété matérielle est importante plus globalement et pas seulement du point de vue écologique. Sur l'intelligence artificielle, là, effectivement, je crois qu'il y a beaucoup plus de tensions entre nos différents intérêts, c'est-à-dire intérêts, en l'occurrence, écologique et géopolitique. Et c'est pour ça que j'aurais sans doute un discours plus nuancé, en tout cas que le Shift Project, etc. Je me souviens de l'époque, disons il y a 20 ans, où l'armée française, pour des raisons éthiques, était très réticente à développer les drones aériens, etc. Parce que aller bombarder des gens alors on ne risque pas soi-même sa vie, etc. Il y a tout un discours autour de l'éthique militaire, chevaleresque, etc., qui me paraissait très pertinent, disons, philosophiquement parlant. Il n'empêche qu'aujourd'hui, le retard sur les drones est un problème pour l'armée française, pour les armées européennes en général, surtout quand nous rentrons dans des conflits de haute intensité au large, à l'est de l'Europe. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte à la fois les aspects écologiques, philosophiques, tout ce que vous voulez, mais la réalité malheureuse mais réelle d'un monde de compétition. Et dans le monde de compétition actuel, je crois malheureusement que même si, pour tout un tas de raisons, le développement de l'intelligence artificielle n'est pas forcément quelque chose à stimuler ou à promouvoir, il serait dangereux pour la France et pour l'Europe de rester complètement en dehors de ce développement. Mais en revanche, on peut distinguer deux choses, c'est-à-dire la capacité de production, de réflexion, etc., de ces intelligences artificielles, et derrière la consommation, où là, je n'ai aucun souci à dire qu'il faudrait davantage de régulation. Autre question, le tarif de l'électricité est un levier pour décarboner et réindustrialiser. Comment sortir du modèle européen actuel qui, d'après ma compréhension, nous pénalise ? Jean-Philippe Bonnet. Oui, là, il y a des grands débats, et puis je pense qu'il y a un sous-jacent politique à la question. Aujourd'hui, il y a un prix de le prix de l'électricité, on glosse beaucoup sur les marchés court terme. En fait, la constitution du prix de l'électricité, elle est beaucoup plus compliquée que ça. Et je crois que ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas... Je ne connais pas un industriel qui soit directement exposé au coût quotidien des marchés. Et alors, je ne sais pas, peut-être que ce serait intéressant d'avoir l'avis aussi du banquier pour savoir si c'est des choses qui sont regardées, mais en général, les industriels, ils négocient des accords directement avec des fournisseurs, ils ont des systèmes de couverture à moyen, long terme, et donc ils sont relativement protégés. Voilà. Par contre, il y a toujours, en fait, ce problème de ces marchés, c'est toujours le même truc, c'est que quand les prix des marchés sont quand un industriel négocie un contrat sur une longue durée avec un fournisseur d'électricité, quand les prix du marché arrivent à baisser en dessous, l'industriel il se dit toujours mince, je paye mon électricité trop cher, et il va être tenté de sortir ou de renégocier ou de mettre à la pression. Et par contre, quand effectivement il y a une crise et que les marchés remontent, alors là, c'est la course à mince, je veux retrouver la protection que j'avais. Donc il
Voilà, il y a à la fois des mécanismes qui permettent à des industriels qui le souhaitent, qui sont cohérents dans la durée, de se couvrir et de négocier sur le long terme et d'avoir une vraie logique industrielle de long terme telle qu'elle existait du temps du monopole. Le problème, c'est que c'est ce qu'on s'est dit, c'est la dictature du court terme, c'est-à-dire que quand les prix baissent, il y a toujours un actionnaire ou quelqu'un qui va dire ah bah quand même, vous avez négocié sur 10 ans, si vous sortiez, si vous revenez sur le marché, vous pourriez gagner en 6 mois, vous pourriez gagner d'argent. Mais ouais, mais c'est court-termiste. Donc je pense que le problème, il n'est pas tant dans l'organisation que dans ce mode de fonctionnement. Oui, c'est le sujet de l'assurance. L'assurance est utile que quand on a un problème. Ce qu'on voit, nous, c'est que les gros industriels étaient déjà très sensibilisés au prix de l'électricité. Ce qui a fait plus mal, c'est pour les PME, PMI en 2022, où il y a eu la guerre en Ukraine, explosion des prix de l'énergie, et ceux qui ont dû renégocier à ce moment-là ont eu de très grosses difficultés, voire des difficultés financières. Ça a permis de nourrir néanmoins le débat sur la décarbonation, sur l'autonomie. Le signal prix est très révélateur. Pour ouvrir sur un autre sujet qui est l'eau, qui est aussi un problème qu'on a évoqué, un point d'alerte qu'on a, nous, c'est qu'on n'a pas de signal prix sur l'eau. L'eau, c'est soit il y en a et c'est pas très cher, ou soit il n'y en a pas. Et donc, c'est plus difficile d'anticiper les problématiques que certains clients pourraient avoir sur ces sujets-là. Autre question, comment les financements verts peuvent-ils avoir un impact significatif alors que certains fonds d'investissement continuent de soutenir des entreprises qui négligent la transition écologique au nom de la rentabilité? C'est un sujet de quel côté on est le plus nombreux, en fait. Et ce qu'on voit, c'est que au début, ils étaient plus nombreux d'un côté, c'est en train de changer. L'équilibre n'est pas encore là. Il faut y aller avec ses convictions, même si certains acteurs internationaux font pas ce pari-là. Mais on peut pas ne pas bouger si les autres ne bougent pas. Où en sont les projets de nouveaux réacteurs EPR? Sont-ils effectivement validés, financés et lancés? Donc ce serait quelqu'un d'EDF qui serait mieux placé que moi. Bon, bien sûr. Ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, il y a 3 paires d'EPR pour lesquelles on a des projets qui sont lancés. À Penly, Gravelines et ici dans la région, dans la plaine de l'Ain, et que voilà, on espère des mises en service entre 2035 et 2040 aujourd'hui. Voilà, je ne sais plus quelle est la date officielle, mais on est à cet horizon-là. Donc ça veut dire que d'ici 2035, de toute façon, c'est ce qu'on martèle dans nos rapports, si on veut faire face à des besoins en hausse d'électricité, et c'est ce qu'on peut espérer pour accompagner une décarbonation qui démarrerait réellement dans les années à venir, pour l'instant, dans ces 10 ans à venir, on ne peut pas compter sur des nouveaux réacteurs nucléaires. Voilà, donc il faut faire avec l'électricité qu'on a ou les filières renouvelables. Très bien, mais on va passer à la conclusion. À chacun, je vais vous demander à la fois une des forces à retenir pour accélérer la décarbonation et puis peut-être la recommandation très concrète que vous feriez. Charles Delbrouck. On en a beaucoup parlé, mais c'est avant tout un sujet de coordination. Donc ça veut dire qu'il faut s'ouvrir aux autres, il faut s'ouvrir à ses partenaires, à ses clients, à ses fournisseurs, puisqu'on n'a rarement, voire jamais la solution seule. Madeleine Perron, l'idée force à retenir et la recommandation concrète à faire pour accélérer la décarbonation? L'idée force, c'est que j'ai commencé en disant c'est pour respecter des accords internationaux, et je crois que toute notre discussion, elle montre aussi qu'en fait, c'est pas seulement pour les beaux yeux des accords internationaux, c'est aussi parce que c'est extrêmement stratégique aujourd'hui pour nous, pour développer nos capacités IA et les bonnes, pour développer nos industries et les bonnes, etc. Et qu'il y a donc une intersection aujourd'hui entre les enjeux environnementaux, écologiques, les enjeux stratégiques, les enjeux économiques, et qu'il faut continuer à travailler ces intersections-là et ces synergies-là. Dans les recommandations, la première, et je l'ai déjà exprimée, c'est vraiment de tenir bon sur ce cap et de tenir bon sur ces régulations. Et c'est par ces régulations et ces normes, c'est
c'est le plus grand atout de l'Europe et de la France, de réussir à aligner ses intérêts privés avec les intérêts publics. Et donc, il faut pas se laisser marcher dessus comme ça. Merci beaucoup. Jean-Philippe Bonnet. Non, de la conclusion, c'est oui, il nous faut réinventer une nouvelle forme de planification qui ne planifie pas tant les installations industrielles elles-mêmes dans un monde mondialisé, libéralisé, mais qui organise de manière intelligente les ressources rares que sont le foncier, l'électricité, l'eau, les financements, de manière à ce qu'on puisse orienter les choix et les décisions d'investissement. Très bien. Et Benjamin Brice, pour votre idée force et votre recommandation concrète pour accélérer la décarbonation? En tout cas, concrètement, je pense qu'il faut le dire et le redire. Décarbonation, réindustrialisation, tout ça, ça a un coût et ça ne va pas se faire à société constante, en quelque sorte. Ça a un coût réel sur, disons, nos possibilités de consommation. Et c'est en revoyant notre modèle de société fondé sur l'augmentation de notre consommation matérielle que nous serons capables de procéder à cette réindustrialisation et à cette décarbonation. Mais c'est aussi la possibilité, donc, à nouveau, de nous projeter dans l'avenir, car l'effort collectif est devant nous, mais si nous prenons au sérieux cet effort collectif, et je suis sûr qu'il est tout à fait possible de le mener, là, nous serons capables, évidemment, de nous ouvrir à nouveau les portes de l'avenir. Merci beaucoup. Merci Benjamin Brice, merci Jean-Philippe Bonnet, merci Madeleine Perron et merci Charles Desbroux. Merci aussi à Nadine Nevrato d'avoir bien préparé cette table ronde. Bonne journée de l'économie. Et puis bien sûr, cette table ronde est à retrouver en replay très très vite. Merci. Bonne journée de l'économie.